Je sais que c'est là. Je dois y croire car je vois les réactions, je vois les photos, je vois les critiques et les gens qui la reconnaissent dans la rue. Elle était la femme la plus élégante d'Hollywood. 2 maris, une série de peines de cœur et une vie qui, vue de l'extérieur, ressemblait à un conte de fées. Mais durant ces derniers mois, Audrey Hepburn a fait quelque chose que presque personne n'aurait imaginé. Elle a discrètement et délibérément nommé l'homme qu'elle n'avait jamais vraiment oublié. Ni un de ses maris, ni un de ses partenaires à l'écran quelqu'un que la plupart des gens n'auraient jamais deviné. Et quand on découvre de qui il s'agit et pourquoi, toute l'histoire de sa vie prend une toute autre dimension. Le mariage qui l'a lentement détruite. La plupart des gens se souviennent d'Audrey Hepburn pour sa robe noire, ses perles, son élégance naturelle. Ce dont ils se souviennent moins, c'est que pendant 14 ans, elle a été mariée à un homme qui la rabaissait. Il s'appelait Mel Ferrer. En apparence, ils semblaient faits l'un pour l'autre, cultivés polyglottes et profondément investis dans les arts. Ils se sont rencontrés par l'intermédiaire de Gregory Peck au début des années 1950. Et lorsqu'ils ont été choisis pour jouer ensemble dans Ondine, l'étincelle qui existait en coulisses est devenue impossible à ignorer. En septembre 1954, ils se marièrent lors d'une cérémonie intime en Suisse. Leur collaboration fonctionna un temps. Ferrer s'impliqua activement dans la construction de sa carrière. Et Audrey, qui cherchait encore sa place à Hollywood, appréciait ses conseils. Mais la frontière entre soutien et contrôle est ténue. Et avec le temps, cette frontière a complètement disparu. Les proches du couple ont commencé à remarquer le changement. Ferrer avait un avis sur tous les rôles qu'elle devait jouer, la façon dont elle devait se présenter en public, les personnes qu'elle devait fréquenter. Ce qui avait commencé comme une alliance créative s'est peu à peu transformé en quelque chose de plus étouffant. Audrey était l'une des femmes les plus célèbres au monde et pourtant, au sein de ce mariage, elle s'en remettait souvent entièrement à lui. Et puis il y avait la question des enfants. Plus que tout au monde, Audrey désirait être mère. Ce n'était pas un simple désir passager, mais une aspiration profonde, presque douloureuse. En 1955, elle tomba enceinte pour la première fois et fit une fausse couche. Cette perte fut un véritable déchirement. Puis en 1959, elle était de nouveau enceinte pendant le tournage de The Unforgiven. Lors d'une scène où elle devait monter à cheval, elle a été désarçonnée. La chute lui a fracturé la colonne vertébrale. Elle a passé des semaines à l'hôpital. Puis elle a fait une autre fausse couche. Le chagrin de ses pertes s'ajoutant à un mariage qui se délitait peu à peu la marqua profondément. En 1960, elle donna finalement naissance à son premier fils Sean. Et pendant un bref instant, on a cru que la situation allait se stabiliser. Elle a mis sa carrière d'actrice entre parenthèses pendant 1 an, chose presque inouïe pour une personne de son calibre, et s'est entièrement consacrée à son rôle de mère. Mais son mariage continuait de se dégrader. Les murmures qui les entouraient depuis des années se firent plus insistants. Des rumeurs circulaient sur le caractère colérique de Ferrer, sa jalousie, et finalement l'infidélité des 2 côtés. Après 14 ans, tout s'acheva. Audrey s'éloigna épuisée émotionnellement, mais aussi pour la première fois depuis des années libres. Ce qu'elle ignorait, c'est que sa relation suivante la blesserait d'une toute autre manière. L'homme qu'elle avait choisi plutôt qu'Hollywood. À la fin des années 1960, Audrey Hepburn était au sommet de sa gloire. Diamant sur canapé, Charade, My Fair Lady. Elle était devenue bien plus qu'une simple star de cinéma. Elle était une institution culturelle, et puis sans prévenir, elle a tout abandonné. Cette décision a semé la confusion à Hollywood. Les studios lui offraient presque tout ce qu'elle désirait. Les réalisateurs la convoitaient, le public l'adorait. Mais Audrey était déterminée, et la raison était simple, elle voulait offrir à son fils Sean l'enfance qu'elle n'avait jamais eue. À ses yeux, la célébrité commençait à lui coûter quelque chose qu'elle n'était pas prête à laisser filer. C'est à cette époque, lors d'une croisière estivale en Méditerranée, qu'elle rencontra Andrea Dotti. C'était un psychiatre italien charmant, chaleureux, d'une aisance sociale qui lui procurait un soulagement après la rigidité de son premier mariage. Le cadre était d'un romantisme presque irréel. Des côtes chargées d'histoire, l'immensité de l'océan, de longues soirées sans le moindre dérangement. 6 mois plus tard, ils se mariaient. Audrey s'installa à Rome. Elle s'était laissée séduire par l'idée d'une vie plus tranquille, épouse-mère discrète. Pendant un temps,
Cela sembla correspondre exactement à ce qu'elle avait décrit comme ses aspirations. Mais Dottie dissimulait soigneusement une autre facette de lui-même durant ses soirées méditerranéennes. Les liaisons ont commencé tôt et n'ont jamais cessé. Elles n'étaient pas discrètes non plus. Les articles sur ses relations extra-conjugales sont devenus monnaie courante dans la presse italienne. Les paparazzi qui avaient suivi Audrey sans relâche, même à Rome, ont veillé à ce que rien ne reste privé. Elle avait quitté Hollywood pour échapper à l'intrusion de la vie publique pour se retrouver plongée dans un tout autre genre de spectacle. Elle est restée plus longtemps que la plupart des gens ne l'auraient imaginé, en partie pour leur fils Luca, né en 1970, et en partie parce qu'elle n'était pas du genre à renoncer facilement à ses engagements. Mais les trahisons répétées de Dottie conjuguées à l'impossibilité de toute véritable intimité ont fini par rendre la situation intenable. Lorsque le mariage a finalement pris fin, Audrey n'en a pas parlé publiquement en détail. Ce n'était pas son genre. Mais ses proches décrivaient le divorce comme une épreuve qui l'avait rendue plus méfiante que jamais. 2 mariages, 2 déceptions bien différentes. Et, sous-jacente à ces 2 expériences, un schéma qui remontait bien plus loin que chacune de ses relations, ce que tous les hommes de sa vie avaient en commun. Voici un point souvent négligé dans les récits de la vie amoureuse d'Audrey Hepburn. Les relations qu'elle a choisies et la souffrance qu'elle y a endurée ne datent pas de Mel Ferrer ou d'Andrea Dotti. Elles ont commencé dès son enfance. Audrey est née à Bruxelles en 1929. Son enfance fut marquée par de nombreux déménagements. Sa famille vivait entre Londres, Arnhem et d'autres villes, suivant son père au gré des affectations de Joseph Ruston. Très jeune, elle parlait déjà 6 langues. De l'extérieur, cela ressemblait à une éducation privilégiée et cosmopolite. Ce qui se passait en coulisses était tout autre. Ses 2 parents avaient été des partisans déclarés du régime nazi dans les années 1930, non pas discrètement mais activement. Ils se rendaient en Allemagne, participaient à des rassemblements et affichaient publiquement leur soutien à son idéologie. Puis en 1935, son père est parti. Il s'est tellement investi dans la politique fasciste qu'il a abandonné Audrey et sa mère pour s'installer à Londres. Elle avait 6 ans. Cet abandon est devenu la blessure émotionnelle la plus profonde de sa vie. Elle le dirait elle-même des années plus tard. Lorsqu'elle fut envoyée en pensionnat dans le Kent, elle voyait les autres enfants rentrer chez eux pendant les vacances. Elle attendait. Son père avait un droit de visite, mais il ne l'a jamais exercé. Il ne venait tout simplement pas. Puis la guerre éclata, et Audrey fut envoyée aux Pays-Bas croyant y être plus en sécurité. Elle se trompait. En 1940, les forces allemandes envahirent le pays. Elle avait 10 ans et vivait sous l'occupation, cachée dans des caves, tandis que les tirs résonnaient dans les rues au-dessus d'elle. Elle adopta un nom néerlandais, Edda van Heemstra, pour éviter d'être identifiée comme anglaise. En 1942, 2 de ses oncles furent arrêtés et exécutés par les nazis. Après cela, elle cessa de chercher à se faire oublier. Elle rejoignit la résistance néerlandaise, transportant des messages et des journaux clandestins parfois dissimulés dans ses chaussures. Elle se mit aussi à danser. Avant la guerre, le ballet était toute sa vie. Elle l'utilisait désormais différemment, se produisant lors de collectes de fonds secrètes pour la résistance dans des salles où personne ne pouvait applaudir, car un seul son aurait pu les trahir. En 1944, la famine ravageait les Pays-Bas lors de l'un des hivers les plus froids jamais enregistrés. Le blocus allemand avait coupé les approvisionnements alimentaires. La famille d'Audrey a mangé des bulbes de tulipes. Sa santé se détériora, malnutrition, anémie, problèmes respiratoires. La jeune fille, qui allait devenir l'une des femmes les plus photographiées du 20e siècle, était alors une adolescente affamée. Lorsque la libération arriva enfin, un employé de l'UNICEF lui offrit une barre de chocolat. Elle ne l'oublia jamais. Les psychologues qui ont étudié sa vie en profondeur ont souligné que l'abandon de son père était la clé de compréhension de presque tout le reste. Les hommes qui l'attiraient étaient généralement plus âgés, autoritaires et dominateurs. Ferrer correspondait parfaitement à ce profil. Dottie aussi d'une autre manière. Elle n'était pas naïve. Elle recherchait à bien des égards inconsciemment la stabilité que son père avait emportée avec lui en partant. Et ce qui compliquait encore les choses, c'est qu'elle a fini par le retrouver.
dans les années 1960. Grâce à la Croix-Rouge, elle a retrouvé la trace de Joseph Ruston. Il vivait à Dublin depuis 1939, l'année même où il l'avait conduite à l'aéroport et l'avait raccompagnée. Elle abordait ses retrouvailles avec l'espoir d'y trouver quelque chose de la chaleur humaine peut-être, de la reconnaissance, une forme de réconfort. Elle y trouva un homme qui ne lui offrit presque rien en retour. Il était distant, indifférent. La réconciliation qu'elle avait nourrie dans son imagination pendant des décennies n'eut tout simplement pas lieu. Elle lui pardonna, malgré tout. Mieux encore, elle le soutint financièrement jusqu'à la fin de sa vie. Ce détail en dit plus sur Audrey Hepburn que presque tous les films qu'elle a tournés. Une relation que personne n'a prise suffisamment au sérieux. Avant ses 2 mariages, avant le chagrin d'amour qui a marqué ses années 30 et 40, il y avait eu William Holden. Tout a commencé sur le tournage de Sabrina en 1954. L'atmosphère était déjà tendue avant même le début du tournage. Humphrey Bogart souhaitait que le rôle soit attribué à sa femme Lauren Bacall. Lorsque le studio choisit finalement Audrey, il ne cacha pas son ressentiment. Il garda ses distances, manifesta son mécontentement par le silence et un professionnalisme froid, et la traita comme une présence indésirable sur un plateau où, selon lui, elle n'avait pas sa place. Holden, quant à elle, réagit à son égard de manière diamétralement opposée. Dès leurs premiers échanges, il fut irrésistiblement attiré par elle. Leur alchimie n'était pas feinte, elle était authentique et visible pour tous. Leur lien s'est rapidement approfondi, et ce qui avait commencé comme une complicité pendant le tournage s'est transformé en une véritable relation amoureuse en coulisses. Pendant une brève période, c'était véritablement intense. Holden en tomba éperdument amoureux. Il la demanda en mariage. Audrey refusa. La raison était simple mais irrévocable. Elle désirait des enfants et Holden avait déjà subi une vasectomie. C'était un détail qu'elle ne pouvait ignorer. Malgré tous les sentiments qu'elle éprouvait pour lui, l'avenir qu'elle imaginait était centré sur les enfants et il ne pouvait en faire partie. Holden avait le cœur brisé. Il ne s'en est jamais vraiment remis. Rétrospectivement, ce qui est intéressant, c'est la place qu'occupe Holden dans cette histoire plus vaste. Ce n'était pas lui qui l'avait brisée, mais c'était lui qui avait montré peut-être plus clairement que quiconque à quel point elle s'était protégée après avoir été blessée. Elle ressentait quelque chose de réel avec lui. Elle est partie malgré tout car elle avait appris tôt et douloureusement que désirer quelque chose et confier son avenir à quelqu'un étaient 2 choses bien différentes. La vie tranquille, l'amour ultime, et le nom qu'elle n'a jamais cessé de prononcer. Après son divorce avec Andrea Doty, Audrey Hepburn a fait quelque chose qui a surpris ceux qui s'attendaient à la voir revenir à l'écran avec une énergie renouvelée. Elle se tut, non pas temporairement, mais de façon réfléchie et délibérée. Elle s'installa dans une ferme à Tolochenaz en Suisse, un lieu qu'elle appela « La Paisible ». Ce nom n'était pas anodin. Elle refusa des rôles importants. Elle évitait les mondanités. Elle passait son temps dans son jardin, promenait ses chiens, cuisinait et vivait d'une manière totalement méconnaissable pour quiconque ne connaissait d'elle qu'Audrey Hepburn dans Vacances romaines et Diamants sur canapé. Ses voisins de Tolochenaz se souvenaient plus tard qu'elle était simplement une voisine, une personne qui disait bonjour au marché et qu'elle n'avait besoin de rien de plus. C'est à cette époque que Robert Walders entra dans sa vie. Ils se rencontrèrent lors d'une vente aux enchères caritatives à la fin des années 1970. Walders était un acteur et homme d'affaires néerlandais qui avait récemment perdu sa femme, l'actrice Merle Oberon, des suites d'une longue maladie. Leur premier échange fut calme et sans histoire en apparence. Peu après, il l'invita quelque part. Elle a décliné. Elle travaillait. Mais le lendemain, elle a repris contact. Elle a proposé de se voir pour un verre. Ce verre a débouché sur une conversation qui a duré des heures. Ces conversations se sont transformées en appels téléphoniques quotidiens. Les appels téléphoniques prirent une tournure inattendue. Ce qu'ils construisirent ensemble n'avait rien de glamour. C'était précisément le but. Tous deux avaient déjà subi suffisamment de pertes, d'expositions publiques et de relations qui les avaient obligés à se renier. Ce qu'ils s'offraient mutuellement était plus simple que tout ce qu'ils avaient connu auparavant. La stabilité leur respect un goût commun pour la lenteur et l'authenticité. Ils ne se sont jamais mariés officiellement. Audrey n'en ressentait pas le besoin.
Elle le présentait comme son mari, non pas parce que les papiers existaient, mais parce que pour elle, leur engagement était déjà total. Pendant plus d'une décennie, ils ont partagé la paisible, son jardin, ses rythmes, son silence. En 1988, lors d'un concert de l'UNICEF auquel elle assistait en simple invitée, Audrey se retrouva sur scène prenant la parole sans texte pour évoquer la faim, l'occupation et ce que signifiait être un enfant en temps de guerre. Un haut responsable de l'UNICEF était présent dans la salle. À la fin de la soirée, il lui proposa le poste d'ambassadrice. Elle accepta et les années qui suivirent l'emmenèrent en Éthiopie, au Soudan, au Bangladesh, au Salvador, dans certains des environnements les plus difficiles de la planète. Elle s'asseyait avec des enfants dans des conditions qui rappelaient celles qu'elle avait vécues aux Pays-Bas 50 ans plus tôt. Ceux qui l'accompagnaient dans ces missions ont toujours remarqué qu'elle ne les considérait pas comme une obligation. Elle les considérait comme quelque chose d'inachevé, une dette qu'elle estimait devoir à la version d'elle-même à laquelle un employé de l'UNICEF avait un jour remis une barre de chocolat après la libération. Walders l'a accompagnée lors de nombreuses missions. Il était présent non pas comme un accompagnateur gérant l'emploi du temps d'une célébrité, mais comme quelqu'un qui refusait simplement de la laisser affronter seule les tâches les plus difficiles. En 1992, à son retour d'une mission humanitaire en Somalie, elle a commencé à souffrir de fortes douleurs abdominales. Des examens effectués à Los Angeles ont révélé un pseudomyxome péritonéal, une forme rare et agressive de cancer prenant naissance dans l'appendice. L'opération a été pratiquée rapidement, mais la maladie s'était déjà trop propagée. Le diagnostic était fatal. Elle a accueilli cette nouvelle comme elle avait accueilli la plupart des épreuves de sa vie, sans s'effondrer. Ceux qui l'entouraient durant ces derniers mois parlaient de son calme en des termes presque troublants, tant il était parfait. Ce qu'elle exprimait le plus, ce n'était pas la peur de la mort, mais le regret du travail qu'elle laisserait inachevé. Elle n'avait qu'un seul souhait rentrer chez elle. Elle était trop fragile pour voyager en avion. C'est Hubert de Givenchy, son ami depuis près de 40 ans, le couturier qui l'avait habillée durant les chapitres les plus emblématiques de sa vie publique, qui a affrété un jet privé et rendu le voyage possible. Elle rentra chez elle à la paisible. Elle y passa son dernier Noël entourée des personnes qui lui étaient les plus chères. Dans un geste discret et caractéristique de sa personnalité, elle offrit des cadeaux chargés d'intentions des manteaux d'hiver pour les 3 hommes qui lui étaient les plus proches, Walders, son fils Sean et Givenchy. Le 20 janvier 1993, elle s'éteignit paisiblement chez elle. Ses obsèques furent célébrées dans une petite église de Tolochenaz, une cérémonie intime comme elle l'aurait souhaité. Gregory Peck, son partenaire dans Vacances romaines 40 ans plus tôt, celui qui avait insisté pour qu'elle soit créditée à égalité avec ses collègues masculins dans un film où elle était totalement inconnue, a lu l'un de ses poèmes préférés. Ses ex-maris étaient présents. Ses fils étaient présents. Walders se tenait parmi eux. L'homme qu'elle n'a jamais oublié. Alors qui était-il? Après 2 mariages ratés, après Holden, après Dottie, après tout ça qui était cet homme qu'Audrey Hepburn désignait. Dans ces dernières années, comme celui qu'elle n'avait jamais vraiment oublié, ce n'était pas un amant. C'est là que la plupart des gens se trompent. C'était son père. Pas de façon sentimentale. Pas comme on dit simplement regretter quelqu'un qu'on a aimé, mais plutôt comme une blessure qui ne se referme jamais et qui continue de tout façonner. Joseph Rustin est parti quand elle avait 6 ans. Il ne lui a pas rendu visite pendant les vacances scolaires. Il l'a envoyée aux Pays-Bas croyant qu'elle y serait plus en sécurité, et lorsqu'elle s'est retrouvée en pleine zone de guerre, il était absent. Lorsqu'elle le retrouva des décennies plus tard par l'intermédiaire de la Croix-Rouge, alors qu'il vivait paisiblement à Dublin, il accueillit ces retrouvailles avec indifférence. Elle avait construit toute une mythologie émotionnelle autour d'un homme qui n'avait presque rien à lui offrir lorsqu'elle se retrouva enfin face à lui, et pourtant elle lui pardonna. Elle continuait à lui envoyer de l'argent. Elle continuait à le porter. Dans les entretiens réalisés durant les dernières années de sa vie, Audrey revenait sans cesse vers lui une constance qui frappait ceux qui la connaissaient bien. Non pas avec amertume, elle n'était pas faite pour une amertume durable, mais avec une sorte d'interrogation lancinante. À quoi pensait-il? Avait-il jamais ressenti cette absence comme elle? S'il y avait en lui quelque chose d'inexprimable, elle n'a jamais obtenu de réponse satisfaisante. Il est mort sans lui en donner.
Ceux qui ont étudié sa vie en profondeur, notamment les biographes qui ont eu accès à sa correspondance personnelle et aux témoignages de ses proches en Suisse, ont avancé que chaque décision sentimentale importante qu'elle a prise trouve son origine dans cette absence initiale. Les hommes plus âgés, les figures d'autorité, la volonté de rester dans les relations bien après qu'elles aient cessé de fonctionner. Même la manière dont elle a consacré ses dernières années à l'UNICEF et plus particulièrement aux enfants en situation de crise, aux enfants qui avaient perdu les structures sur lesquelles ils comptaient, portait la marque d'un engagement personnel. Elle a dit un jour dans l'une des phrases les plus célèbres de ses interviews plus tardives qu'à son avis, le plus beau cadeau qu'on puisse laisser à ses enfants était le sentiment d'être aimé. Une affirmation simple. Mais compte tenu de tout ce qu'elle avait vécu et de tout ce qu'elle avait cherché toute sa vie, c'était aussi bien plus que cela. C'était ce dont elle avait le plus besoin et qu'elle avait le moins reçu. Elle a consacré le reste de sa vie à travers son travail, son rôle de mère et finalement ses missions humanitaires, à essayer de l'offrir aux autres. Robert Wolders, qui la connaissait mieux que presque personne durant sa dernière décennie, a déclaré par la suite que ce qui l'avait le plus frappé chez Audrey n'était ni sa beauté ni son talent. C'était sa capacité à pardonner. Pas le pardon facile, celui qui exige de continuer à aimer quelqu'un qui ne vous a presque rien donné comme raison. Elle n'a jamais cessé d'aimer son père. Elle n'a jamais cessé de le pleurer non plus. Et dans ce paradoxe, dans ce deuil longtemps non résolu pour le premier homme qui aurait dû rester, se trouve peut-être la chose la plus juste qu'on ait jamais dite sur la véritable personnalité d'Audrey Hepburn. À vous la parole dans les commentaires ci-dessous. Que pensez-vous de ces révélations? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne. Pour découvrir d'autres histoires passionnantes, cliquez sur la vidéo suivante qui s'affichera à l'écran. Qui sait ce que vous découvrirez ensuite?